Bonjour, ici Mélissa Brézé et vous écoutez le podcast Donne ta patte, un podcast contenant des discussions de personnes passionnées et passionnantes qui parlent de leur processus de création et de leur rapport à la créativité. Et aujourd'hui, on accueille Alex, aka Poulby. Comment ça va Poulby ? Ça va très bien, merci, et toi ? Oui, ça va très bien aussi. Merci d'être là. Avec grand plaisir, c'est un honneur. Bon, moi donc. Donc Poulby qui est tatoueuse. On va surtout s'axer sur le tatouage parce que c'est ton métier. Ouais. Tu vis pas du reste du tout ? Non, parce que le reste, j'avais du mal à le sortir de mon placard. Oui. Là, je m'autorise un peu plus à partager les illustrations que je fais et des choses comme ça, donc je vais commencer à me dire que j'ai peut-être le droit de les vendre aussi. D'accord. Mais oui, c'est le tatouage, mon activité principale. D'accord. Alors, il y a peut-être un risque, si tu l'acceptes, qu'on aborde ce sujet du fait de sortir ce truc du placard. Oui, sans imposteur, tout ça, avec Voilà. plaisir, il n'y a pas de souci. Il y a grand moyen qu'on aborde ce sujet-là, si ça te dérange pas, parce que moi, je trouve ça très intéressant. Bah, pour moi, ça fait complètement partie du processus créatif aussi, quoi. Je suis bien d'accord. Nous reviendrons donc là-dessus, sans problème. Il y a un truc qui est assez fou. Du coup, moi, j'ai 3 tatouages. Ces 3 tatouages, c'est toi qui les as faits. Donc, j'ai pas trop d'autres comparatifs, on va dire. Mais il y a un truc que je trouve qui ressort de ouf dans ta manière de travailler. C'est ta bienveillance, déjà, de fou. Même quand t'accueilles les gens et tout, toujours avec le thé, machin, et t'es une personne très bienveillante de base. Mais même dans tes tatouages, tu abordes aussi pas mal, et de plus en plus, j'ai l'impression, le sujet du tatouage qui peut guérir par rapport aux cicatrices, ou quand tu fais la semaine transgenre, je sais plus comment. Transcendance. Est-ce que tu peux expliquer vite fait pour les gens qui écoutent ce que c'est ta semaine Alors, Transcendance ? c'est un événement d'une semaine que j'ai lancé l'année dernière et que je recommence et que j'ai envie qu'il devienne annuel. Et pendant une semaine, je tatoue gratuitement des personnes transgenres, que ce soit pour recouvrir des cicatrices post-op, que ce soit des tatouages en lien avec la fierté trans, et voilà. Ça va être une question un peu... En fait, je pense que toutes mes questions vont être un peu cheloues. Par rapport aux autres podcasts peut-être, parce que même si pour moi l'art c'est quelque chose qui est souvent très personnel et très ressenti, mais du coup toi dans ton cas c'est à la fois très personnel et en même temps il faut que ce soit personnel avec la personne sur qui tu tatoues. Ouais. Et déjà comment tu gères ça ? Comment je gère ça ? Je crois que je gère ça... Il y a un peu un truc dans le tatouage où on n'ose pas trop embêter le tatoueur et on n'ose pas trop le saouler à raconter son histoire et on veut pas être chiant et on veut pas en dire trop et machin, Ouais. en préservant le professionnel, que en fait tu payes une grosse somme d'argent pour faire ce travail-là. Et du coup pour moi c'est juste un plaisir de fou de connaître les histoires, même si ça n'a un rapport que de très loin avec le projet, parce que je pense que le tatouage qui est purement esthétique il n'existe pas, qu'en fait même si tu fais un tatouage qui est purement esthétique parce que tu le trouves joli, il arrive à un moment dans ta vie où tu as besoin de le faire, tu vois, et où tu te dis allez c'est le bon moment et tout ça, et si c'est le bon moment c'est forcément qu'il y a d'autres choses plus profondes et tout ça. Ça m'intéresse de connaître ces histoires-là aussi parce que ça m'aide vachement dans le processus créatif, justement. C'est-à-dire que si tu veux un tatouage qui symbolise l'amour que tu as pour quelqu'un, je vais pouvoir me rattacher à ça. Et si tu me parles de cette personne et tout, peut-être qu'en fait, moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage où je vais me dire « Purée, c'est trop bien, je vais pouvoir faire comme si c'était pour cette personne-là, tu vois ?» Et du coup, je pense que j'arrive facilement à travailler sur certains projets quand ils font lien avec mon histoire personnelle et que j'arrive à me projeter aussi là-dedans, quoi. Okay. Après j'ai beaucoup d'empathie et ça rend le truc hyper facile en fait. Comme tu viens de le dire, toi ce qui t'aide du coup à pouvoir créer le tatouage dans ces cas-là, c'est de faire un lien avec ta propre expérience de vie. Comment tu fais quand c'est pas le cas du tout ? Quand c'est pas le cas du tout, en général, il faut que j'aime bien la personne. Enfin, tu vois, que j'ai un bon premier feeling avec cette personne-là et que j'ai envie de lui faire un cadeau. Et du coup, la comparaison que je fais souvent, c'est comme quand t'as quelqu'un de nouveau dans ta vie et que c'est son anniversaire et qu'en fait, tu veux lui faire un cadeau, tu sais pas trop ce qu'elle aime, tu vois, mais tu vas vraiment, genre, tout donner pour faire le meilleur cadeau au monde avec le peu d'infos que t'as à droite à gauche. Et en fait, tu mets tellement
plein de bonne volonté dedans que tu seras jamais complètement à côté de la plaque. Ok. C'est trop Ouais. beau comme manière de créer, dis donc. C'est avec l'autre. C'est pas que sarcastique quand je le dis, quoi. Chouette. Non, vraiment, c'est ouf. Et sinon, je refuse. Enfin, s'il y a vraiment... je vois que ça me touche pas, je vois qu'il n'y a pas de connexion avec la personne et tout ça, je préfère lui dire je suis peut-être pas la bonne personne pour ce projet-là, en tout cas. Ouais. Va voir telle ou telle personne qui sera peut-être plus apte ou des choses comme ça. D'accord. Dans ta création, tu as quand même ce droit que tu peux prendre de dire non si c'est pas... Ouais. Si ça te parle pas. Okay. Que j'ai mis du temps à m'autoriser aussi à avoir. Ouais. Mais que là, vu que je commence à avoir quand même pas mal de temps d'attente, qui vient aussi un peu compliquer la démarche de prendre rendez-vous pour un tatouage. Et du coup, c'est plus facile de se permettre de dire non, je suis désolée. En plus... là, ça m'inspire rien, mais dans 6 mois, quand je vais relire notre conversation, je vais me dire mais pourquoi j'ai accepté J'aurais même plus le peu de contact humain en mémoire fraîche, quoi. Donc je préfère pas d'expérience plutôt qu'une mauvaise. Oui. Voilà. Et en même temps, c'est bénéfique pour tout le monde de se dire ça. Ouais, c'est sûr. Parce que même de toi-même, si l'expérience est meilleure, du coup, le tatouage va forcément plus plaire à la personne qui est la personne qui va le porter toute sa vie. C'est ça. Et puis se faire quelque chose... Enfin, passer un moment hyper intime et se faire ancrer quelque chose de définitif dans la peau par quelqu'un qui a pas envie d'être là et qui a pas envie de te recevoir, il y a quand même... Enfin, je sais pas, tout le monde mérite mieux, en fait. Donc c'est pas grave, même si ça te prend 6 mois de plus pour trouver la bonne personne, ça vaut le coup, tu vois. C'est quand même pas rien et c'est quand même trop bien quand ça se passe super bien. Donc, oui, c'est sûr. Je rebondis très vite fait sur quand tu dis que tes demandes de rendez-vous sont de plus en plus nombreuses. Oui, en effet, tu es très demandée puisque t'as pas de dispo avant juin. Quoi. Ouais. C'est ouf ça quand même. Ouais, c'est dingue. C'est mais ouf. Moi je comprends pas non plus. Hein. Tu es quelqu'un de génial et en plus tu as du talent et voilà, tu fais bien ton travail. Il n'y a pas de raison que tout ça mélangé ne te cache pas derrière ton micro. J'accepte tout à fait très bien les compliments. Non, mais c'est vrai, quand tu fais bien les choses, c'est normal que ça marche bien. Mais oui, mais je m'attendais pas à ce que ça marche autant. Enfin, tu vois, je m'attendais pas à n'avoir personne, mais je m'attendais pas à avoir ce succès-là et cette quantité-là de personnes qui est juste... Enfin, au final, c'est quand même beaucoup, quoi. Bah ouais. Et c'est trop bien, je suis trop pleine de reconnaissance pour tout ça, quoi. Et voilà. Je veux bien qu'on revienne sur le tatouage... je sais que ça a un nom, je l'ai plus là. Le tatouage, pas médical, mais... Ouais, mais reconstructeur ou quelque chose comme ça. Voilà. Ouais. Alors déjà, qu'est-ce qui t'a emmené là-dedans ? Parce que je sais que c'est pas tous les tatoueurs et les tatoueuses qui font ça. Si t'as pas envie d'en parler, t'es pas obligée. Non, il n'y a pas de souci. Okay. Je pense que j'ai depuis très longtemps tendance à avoir un gros syndrome de l'infirmière de base, donc c'est venu assez naturellement. Pardon, je vais te couper, je vais juste préciser ce que c'est que le syndrome de l'infirmière très rapidement. En gros, c'est quand tu peux pas t'empêcher de prendre soin des gens, en général. Des gens qui t'entourent, c'est ça. De vouloir sauver l'humanité, oui, voilà. Même quand en fait on t'a rien demandé et que ça n'est pas possible, quoi. Oui. Et qu'il faut d'abord s'occuper de soi. Oui, voilà. Ça, c'est quelque chose, c'est le côté négatif du syndrome de l'infirmière, c'est que t'as tendance à l'oublier quand même. Mais ouais, voilà. Pardon, du coup, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Donc du coup, ça m'a pas mal aidé là-dedans. Et puis je trouve que... moi, ce qui me plaît vraiment dans ce métier, c'est le contact humain, quoi. Et c'est ce côté à la fois... hyper intense et en même temps épuisant, parce que c'est épuisant de partager ces histoires-là avec des gens et de passer 2h30 à pleurer avec quelqu'un qui pleure et qui te raconte sa vie, où t'as juste envie de lui dire mais prends un sac de couchage et reste dans cet atelier et ne bouge plus jamais pour qu'il ne t'arrive plus jamais rien de mal, tu vois. Mais c'est tellement incroyable comme expérience, tu vois, c'est hyper gratifiant de se sentir... un petit bout dans la guérison de quelqu'un et de sentir que tu peux aider en fait, et que on est quand même dans un monde où il y a énormément de choses dures à encaisser, énormément de violence et énormément de trucs terribles, et je crois que moi ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est de me dire que je peux être juste un microscopique rayon de lumière dans toute la vie terrible d'une personne, et ça me fait trop du bien, quoi. Du coup le côté reconstructeur et tout ça
a été assez une évidence quoi, dans ce truc-là, d'avoir envie d'aider, d'avoir envie de prendre soin de l'autre et tout ça. Tout à l'heure, tu as parlé que tu avais une grande empathie et que ça t'aidait beaucoup justement pour pouvoir créer quelque chose qui te parle à toi autant qu'à la personne que tu tatoues. Ouais. Mais là, il y a des mots qui vont au-delà de l'empathie parce qu'il y a des choses que chacun a ses soucis, entre guillemets, et que tout le monde ne peut pas comprendre les problèmes de tout le monde. Ouais. Intérieurement, je me pose beaucoup de questions sur le tatouage réparateur. Sur son fonctionnement, en fait, je ne doute pas du tout de son fonctionnement parce que je me rends bien compte que moi-même, quand je t'ai confié mes histoires et que tu me les as ancrées, étrangement, ça me fait quelque chose, mais je sais pas d'où ça sort, mais je sais que, voilà, que c'est quelque chose de réel. Mais du coup, c'est quand même quelque chose d'ultra intérieur. À quel moment tu vas te dire, ce tatouage-là, il va faire du bien à la personne à qui je vais le faire ? C'est peut-être une question qui est hors de propos, peut-être que tu te poses pas du tout la question, je sais pas. Je crois que je me pose pas la question parce que je pars du principe que c'est le cas pour tous, en fait. Et que même si c'est juste j'ai passé une journée pourrie, tu vois, c'est déjà la reconstruction de ça et c'est déjà ça. Après, j'ai des personnes, du coup, on attire un peu ce qu'on renvoie aussi, et du coup, j'ai des personnes qui ont des passés qui sont très lourds et des choses qui sont vraiment hyper hardcore à soigner, à guérir et à cajoler et tout ça. Mhm. Mais je pense que c'est juste une question d'échelle en fait. Enfin, tu vois, cette personne elle aura besoin de beaucoup moins que telle autre personne où elle va avoir besoin de beaucoup plus, et que je prenne une journée complète parce que moi je serais pas capable de faire autre chose après, et qu'avant j'ai envie que tout soit préparé parfaitement, machin, tout ça. Mais je crois que je pars du principe que tout le monde a besoin. Parce que, encore une fois, quand tu fais cette démarche-là, enfin bon, je parle du coup de ma situation parce que c'est celle que je connais le mieux, mais quand tu prends rendez-vous avec quelqu'un, que tu attends 6 mois, que tu donnes quand même un peu ton histoire, que tu donnes ta peau, que tu donnes ton intimité à quelqu'un avec qui tu vas passer quelques heures, quoi, tu mérites quand même qu'on soit aux petits soins avec toi, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas, je pense que si... moi, je rapproche toujours ça beaucoup de tout ce qui est spa et massage et tout ça. Moi, si je mets 200 € dans une après-midi de massage, mais le mec, il a pas intérêt à regarder son téléphone, tu vois. Enfin, j'ai envie d'être traitée comme une princesse, j'ai envie d'arriver, qu'on me serve un petit thé, qu'on me demande si ça va, si je passe une bonne journée et tout ça, quoi. Enfin, ça me semble hyper logique et normal, quoi. Aussi dans le cadre de mon métier, de prendre soin des gens comme ça, quoi. Est-ce que tu peux très rapidement expliquer comment ça se passe, même si je sais que la plupart des gens le savent, mais expliquer de manière concise comment, dans quel ordre et dans quel temps, entre la prise de rendez-vous, le machin, le truc, le tatouage, en fait la relation entre la personne qui vient se faire tatouer et toi. Alors il y a un premier contact qui est en général fait par écrit, quoi, soit par mail, soit sur Insta, soit tout ça, où la personne me parle de son projet. Si elle en a besoin, je propose aussi des rendez-vous qui en général durent en moyenne une demi-heure. Je dis en moyenne parce que je me suis retrouvée parfois à parler pendant 3 heures avec des gens absolument passionnants, quoi. Et où on parle en fait de vive voix autour d'un thé, du projet, de ce que tu as envie de mettre derrière, et de choses beaucoup plus concrètes, la taille, ce que tu imaginais, où est-ce que tu le veux et tout ça. J'insiste toujours énormément sur si tu as des questions, si tu as besoin d'être rassuré, machin, n'hésite surtout pas. Ça arrive à tout le monde, c'est ok. Je dis aussi souvent que ça fait 5 ans que je tatoue, j'ai quand même beaucoup de tatouages moi-même et que j'ai toujours besoin d'être rassurée en fait avant une session, et que du coup il n'y a aucune honte à ça, et que surtout avec moi faut pas se gêner, quoi. Avant je faisais une semaine avant, maintenant j'y arrive plus du tout, donc 1 ou 2 jours avant j'envoie le dessin. Comme ça me permet un premier échange, que des personnes puissent aussi se sentir libres de dire alors oui, non, pas du tout, il faut tout refaire depuis le début, machin, parce qu'il n'y a aucun mal à ça non plus, quoi. Par pitié, ne vous faites pas tatouer des trucs qui ne vous plaisent pas, je vous en supplie, quoi. Et du coup, on voit ensemble les modifications qu'il y a à faire et tout ça. Moi, je les prépare pour le jour J. Le jour J, la personne arrive, on se pose, on revoit le dessin ensemble. Une fois qu'elle me l'a validé et qu'on a fait les dernières modifications si besoin, je lui fais signer des petits papiers de consentement et tout ça. Ensuite, on pose le dessin sur sa peau. Là, c'est pareil, ça peut prendre
5 minutes, comme ça peut prendre très longtemps en fonction de l'exigence que tu as et de si on arrive bien à se comprendre ou pas du tout, ou on sait jamais. Et c'est ok aussi que ça prenne 1 heure à poser un calque, ça n'est pas grave du tout. Et après, on tatoue. Ok. Voilà. Ça, c'est pour les tatouages, du coup, classiques, entre guillemets. Après, il y a les sigils sur lesquels je fonctionne un petit peu différemment aussi. Parce que ça se rapproche pas mal de l'ésotérisme aussi. Ouais, complètement. Alors déjà, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est ou ça s'explique pas trop? Alors, expliquer ce que c'est. Donc c'est une pratique qui vient du mouvement occulte du 19e siècle en Angleterre. J'ai une mémoire des noms affreuse, donc je saurais plus te donner le nom du mec qui l'a inventé. Mais en gros, le concept, c'est de créer un symbole avec une intention, donc qui est en général positive, par exemple. Dans le cas d'une maladie ou d'un problème de santé, on va dire « je veux être en bonne santé ». Et pas « je ne veux plus être malade », par exemple. Donc il faut toujours que ce soit chargé hyper positivement. D'accord, ok. Après, il y a 2 explications possibles. Il y a l'explication magique et l'explication cartésienne. La magique, c'est que en fait, tu charges ce symbole-là de l'intention que tu mets dedans et qu'après, au travers d'un rituel d'activation, on appelle ça, tu ancres ce message-là dans la personne. L'explication cartésienne, c'est qu'il faut, par un processus, que ce message-là entre dans ton inconscient. Donc de 2 façons. Soit tu vas faire quelque chose de marquant. Le tatouage, pour le coup, s'y prête vachement parce que tu as ton intention qui est juste absolument fixée sur le motif pendant au moins 24 heures, on va pas se mentir. Et ensuite, tu l'oublies. Donc, si c'est sur un papier, tu le brûles, tu le jettes, tu le détruis. Sinon, tu peux aussi le garder de façon à ce qu'il soit en permanence visible. Et que du coup, ton cerveau le percute plus. Et l'explication, c'est que ça se grave dans ton inconscient et que donc, vu que c'est dans ton inconscient, tu vas agir de cette façon-là, inconsciemment, quoi. Je comprends, ouais. Du coup, quand tu tatoues un sigil, à chaque fois tu l'actives d'une certaine manière sur la personne ou c'est en amont que ça se fait quand tu le dessines? Pour moi, l'activation, elle se fait pendant le tatouage. D'accord. C'est le fait de le tatouer, en fait... Qui l'active? Ouais. D'accord, ok. Parce que ton corps est concentré sur ce qui est en train de se passer à cet endroit-là et que ton attention est forcément concentrée aussi sur ce qui est en train de se passer, quoi. Enfin, c'est difficile de... C'est quand même très rare de penser à ce qu'on va manger le soir quand on est en train de se faire tatouer. Oh bon. Étonnant. Ça se fait, mais étonnant. Bon. Dans ce que j'ai pu voir de ce que tu as fait, ça se présente souvent sous forme d'une base linéaire avec des symboles dessus. Ouais. Mais ces symboles, ils ont une signification à chaque fois, c'est ça? Alors, il y a plein de façons d'en construire, notamment avec des espèces de tables de l'espace que moi je maîtrise pas du tout, mais où en gros ça te fait relier différents points sur une table que tu enlèves ensuite, et du coup tu as un motif qui est très anguleux et formé de lignes droites. D'accord. Moi j'utilise une technique où je pars du message et où en décortiquant les lettres, en fait je vais avoir des formes à placer. C'est-à-dire par exemple si j'ai un C dans ton message, ou par exemple dans l'exemple de je vais être en bonne santé, je vais avoir un J, je vais avoir un V, et tout ça, ça va me former ça va me donner mes symboles de base en fait. D'accord. Que je vais après assembler. Moi j'aime bien les travailler de façon linéaire parce que je trouve que sur le tatouage ça se prête hyper facilement, mais j'en ai aussi fait en spirale, j'en ai aussi fait... mais il y a toujours ce principe de ligne. Alors oui, quand je dis linéaire, c'est pas forcément droit, mais il y a toujours ce principe d'une ligne centrale qui relie tous les symboles. Mais j'en ai vu plein qui fonctionnaient différemment. C'est vrai que moi, c'est... Toi, c'est comme ça que tu le fais. D'accord. Ça me vient en tout cas comme ça assez facilement, quoi. D'accord. Ok. Pour le coup, j'en ai jamais vu ailleurs, du coup, j'avais pas du tout... je sais pas comment ça se fait autre que quand c'est toi qui l'ai fait. Tu es ma référence. C'est bon, ça me touche. Ce qui me fait venir une question. Alors, j'avais notifié qu'auparavant, dans tes flashs... Ah oui, alors... Je vais préciser vite fait ce qu'est un flash. Pour les personnes qui ne savent pas, en fait, les tatoueurs et tatoueuses dessinent des tatouages qu'ils voudraient potentiellement qui appartiennent à des personnes. Et dans ces cas-là, on va dans un shop et on dit « Hey, moi j'aime bien ce dessin, tu peux me le faire tatouer ?» Ça s'appelle un flash. Et sinon, ce que tu as expliqué donc, avant, avec toute la prise de contact, etc., c'est pas un flash. Ça n'a pas de nom, c'est juste pas un flash. C'est un projet perso en général. Du coup, oui, j'ai notifié qu'auparavant, dans tes flashs, il y avait beaucoup de pansements. Ouais. Qui, du coup, c'est pas très métaphorique. Enfin, pour moi, c'est assez clair ce que ça veut dire.
Et c'est plus le cas depuis que tu travailles avec les sigils. Ah si, il y en a toujours. Mais vachement moins, je trouve. Alors c'est Vachement peut-être moins. moi qui les vois moins, je sais pas. Bah, en fait, je crois que... déjà, on m'en demande quasiment plus des pansements et c'est mon grand désespoir parce que j'adore ça. Peut-être, ouais, que pour les gens, c'est plus facile et plus discret et plus intime, du coup, de tatouer un sigil plutôt que de tatouer un pansement. C'est vrai que j'avais pas du tout réfléchi à ça. Bah alors, moi, pour le coup, je pensais que ça venait de toi, dans le sens... Mais du coup, c'est que j'ai peut-être moins fait attention aux pansements que tu dessines toujours. Mais du coup, je m'étais dit peut-être que ça vient de toi, que tu as trouvé du coup une nouvelle manière de reconstruire et de soigner, autre que par le moyen physique du pansement. Mais ouais, voilà. c'est joliment trouvé. Mais pas spécialement, du coup. Après, je crois qu'il y a eu un grand changement dans ma façon d'appréhender le flash aussi. Ouais. Où pendant très longtemps, ma priorité quand je faisais un flash, c'était est-ce que ça va partir ou pas et est-ce que ça va plaire ou pas. D'accord. Et là, j'ai eu une grosse révélation pendant les vacances de cet hiver où j'ai recommencé à dessiner pas pour les gens et en me disant mais en fait peut-être que ça ne servira à rien et que ça sera juste sur ma tablette dans un dossier ultra confidentiel et que je ne le sortirai jamais, mais j'ai besoin de sortir des trucs. Et en fait, ça m'a débloqué je sais pas comment dire, mais ça m'a ouvert une porte quoi, parce que j'en ai publié quelques-uns en story, les gens m'ont envoyé tellement d'amour et j'étais genre ok, très bien, je peux faire des choses très différentes du coup et ça continue à parler aux gens et les gens sont réceptifs, donc du coup ça m'a ouvert plein de trucs et je me suis dit bon bah maintenant je vais faire des trucs que j'aime, surtout en flash, parce que c'est le concept en fait, c'est de faire des dessins que toi tu proposes et que toi t'as envie de faire et pas absolument chercher à ce que ça plaise aux gens. Parce que du coup avant tu te forçais à dessiner des choses qui pourraient potentiellement plaire. C'est pas tant que je me forçais, mais c'est que j'essayais pas plus loin, quoi. Enfin, tu vois, si j'avais peur que ça parte pas, je préférais pas le mettre. Je préférais ne pas risquer un avis négatif plutôt que... Voilà, tout ça. Mais après, il y a eu plein de trucs comme ça qui ont été des petits déclencheurs avant ça. Par exemple, le fait de faire des flashs avec des corps gros, ça a été hyper difficile parce que je me suis dit... mais est-ce que je suis prête à me prendre des réflexions sur le fait que j'ai des corps gros dans mon book et en même temps c'est trop beau et en même temps c'est trop bien et en même temps il n'y a pas de raison qu'on ait tout le temps des corps hyper stéréotypés et tout ça. Mais ça a été un baptême du feu un peu, tu vois, quand même, de me dire bon bah voilà, je fais des flashs avec des corps gros parce que je trouve ça beau, je trouve ça trop bien et qu'il n'y a pas de raison et que... Est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont parlé de ça ? Non, ça m'est arrivé de dessiner pour des projets perso du coup des corps... pas spécialement gros, et qu'on me dise est-ce que c'est possible de la faire un peu plus maigre ? Et ça, enfin tu vois, ça a toujours été un petit peu oui, évidemment oui, mais bon ça a été en tout cas une grosse source de questionnement, mais comme j'ai eu des questionnements quand j'ai lancé Transcendance en me disant bon bah je lance ça parce que c'est important pour moi, parce que je pense que c'est nécessaire et que en fait ça va plaire à certaines personnes, mais est-ce que je suis prête à encaisser de la transphobie derrière quoi ? Et est-ce que je suis prête à encaisser qu'on me fasse la réflexion ? Et est-ce que je suis prête à encaisser que... Ouais. Et en même temps, toi, ton shop et toi, enfin même si ton shop c'est toi, mais voilà, c'est un peu une ligne éditoriale, la bienveillance et le milieu queer et tout en fait. Donc est-ce que t'as vraiment des gens qui sont transphobes ou homophobes ou racistes qui viennent te voir ? Pas dans la haine pure. Mais en tout cas, j'ai eu des questionnements après Transcendance sur... bah du coup qu'est-ce que c'est, comment ça marche et tout ça, et en même temps je me suis rendu compte que c'était trop bien parce qu'en fait ça me permettait de parler avec d'autres personnes cis et de leur montrer en tant que personne cis, tu vois, c'est pas un problème, enfin pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu poses cette question là, enfin ça m'a fait du bien en fait de me sentir aussi dans ce combat là en tant qu'allié et de pouvoir dire à quelqu'un ah oui non par contre tu peux pas du tout dire que c'est quelqu'un qui veut devenir une femme, enfin c'est pas vrai, c'est pas ça et c'est pas comme ça que ça marche et tout ça, et du coup d'être dans ce travail-là d'éducation, ça m'a aidé aussi à, tu vois, à balayer les doutes et à me dire bon bah si en fait c'est trop important pour que je passe à côté quoi. Mais non, effectivement j'ai très peu de personnes qui sont pas concernées ou qui ont des problèmes avec ce que je fais parce que je le mets maintenant beaucoup en avant et que du coup ça fait le tri tout seul très bien. Je précise rapidement, quand tu dis personne cis, c'est donc personne cisgenre, qui a le même genre que son sexe et inversement réciproque. Oui, faites la différence entre le genre et le sexe, s'il vous plaît, c'est important. Oui, s'il vous plaît.
et la sexualité qui est encore autre chose, Oui. complètement. Voilà. En fait, c'est le meilleur moyen de lutter pour tout ça, en fait, c'est de mettre les gens face à tout ça et de leur dire pourquoi est-ce que tu penses ça, est-ce que tu te rends compte que du coup c'est pas... Je me suis rendu compte qu'un pourquoi était tellement plus percutant, peu importe la personne que tu as en face, que juste non, c'est pas ça qu'il faut faire, tu vois. Et après, chacun sa façon de militer, sa Bien façon sûr. d'informer. Mais moi, je sais que je suis vraiment dans l'éducation et dans la pédagogie parce que en fait, j'ai pas du tout la force d'être dans le combat violent et dans ce genre de militantisme-là. Même si je le respecte beaucoup et quel courage, quoi, bravo et tout ça. Mais c'est vrai que dire à quelqu'un pourquoi tu dis ça, c'est tellement plus fort et du coup ça amène tellement plus et puis la personne, enfin en fait je pense que le militantisme est percutant dans un... C'est que mon avis, encore une fois. Est percutant quand tu parles à une communauté, à plein de personnes, mais quand tu parles seul à seul, en fait si tu... Enfin en tout cas moi j'en ai souvent fait l'expérience, si tu t'agaces ou que tu dis tout de suite non, la personne ne va plus t'écouter et tu vas partir dans un dialogue de sourds. On va le prendre très personnellement. Voilà, c'est ça. Alors que si tu pars dans des questions, dans des pourquoi, en fait, déjà toi, essayer de comprendre pourquoi la personne pense ça et que du coup, forcément, l'autre personne va essayer de comprendre pourquoi toi tu penses ça et ça facilite l'échange et du coup, c'est souvent, ça amène plus à réfléchir les deux parties. Ouais. Donc maintenant, comme tu l'as dit, tu te permets plus de faire des flashs que tu aimes toi et tant pis s'ils sont pris, tant pis s'ils sont pas pris, enfin tant mieux s'ils sont pris, tant pis s'ils sont pas pris. Dans tes stories Insta pendant c'était les vacances de Noël que, du coup t'as recommencé à partager des dessins que tu faisais juste dans le but que ce soit des dessins aussi, pas forcément des flashs. Tout à fait. Et quand on a commencé cet enregistrement de podcast tu as parlé de ces choses que tu gardais dans ton placard et que t'osais pas sortir. Alors pourquoi est-ce qu'il y avait certains projets que tu gardais dans ton placard? Pour plein de raisons en fait. Déjà je sais que j'ai énormément tendance à compartimenter. C'est-à-dire que les gens qui savent que j'écris et qui ont lu ce que j'écris et qui m'ont entendu lire des choses que j'écris ne sont pas du tout les mêmes que celles qui se font tatouer et tout ça. Aussi parce que en fait, ça me faisait peur de travailler avec mon histoire à moi et de me dire oh mon Dieu, mais qu'est-ce que ces gens vont penser de moi, tu vois. Alors qu'en fait, si t'arrives à parler de la dépression de ton ou ta cliente, pourquoi tu n'arriverais pas à parler de la tienne, tu vois. Enfin, ça me semble... Ces gens-là sont réceptifs, en fait. Ils seront trop mignons comme ils le sont et tout ça. Mais ouais, je crois que c'était hyper difficile pour moi d'être transparente sur tout ça. Enfin, tu vois, je sais pas comment dire, mais c'était une part d'intimité que j'étais pas prête, en fait, à donner aux autres. Et, parce que ça a été très récent pour moi de parler de santé mentale, ça a été très récent pour moi d'être au clair avec ma santé mentale et de voir le petit baluchon que je me trimballe de mon côté aussi. Et ouais, j'avais pas envie de décevoir et j'avais pas mais la peur de décevoir, c'est quelque chose de très ancré dans ma personne quand même. D'accord. Donc c'était plus de la peur de décevoir que de... La peur de se livrer, je pense. Enfin, tu vois, juste... D'accord. Ouais, c'était la pression de se dire, voilà, c'est tellement intime et je vais le montrer à mes abonnés et en fait tous ces gens ne rentrent pas dans mon appartement quoi, enfin tu vois, donc c'est un peu se mettre à nu sur internet sans savoir ce qu'ils vont en penser quoi, et c'est terrifiant mais trop bien, ça valait le coup. Alors c'est rigolo, je sais pas du tout quoi penser de tout ça, de ce que je vais dire là, dans l'art il y a une grande partie de thérapie. Je pense très profondément que les personnes qui créent sont des personnes qui ont besoin de dire des choses à travers ce qu'elles créent, que ce soit des choses politiques, personnelles, peu importe. En tout cas, a priori, si tu ressens ce besoin de créer quelque chose, et peu importe lequel il est, c'est que tu as besoin de dire des trucs que tu peux pas forcément dire avec ta bouche. Et en même temps, toute chose artistique, du coup, vient de ça, vient d'une création de quelqu'un qui a voulu dire des choses. Et donc, je suis très partagée sur ce truc de garder certaines choses pour soi, parce que ça fait partie de comment nous, on se développe pour aller mieux. Et en même temps, le faire partager, on va dire ça comme ça, parce que ça reste de l'art et que ça peut peut-être parler à des gens et que dans tous les cas, l'art, ça sert à tellement de choses dans la vie, à éduquer, à plein des choses comme
calcule pas tout à quoi ça sert. Est-ce que des gens se sentent mieux? Est-ce que d'autres gens se sentent moins bien? Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que des fois il faut se sentir moins bien pour aller mieux. Je pars dans des discussions qui n'ont rien à voir. Donc... moi je rebondirais en te disant que du coup toute ton image publique et ton travail et ce pourquoi les gens te suivent, c'est de travailler avec l'histoire des autres. Est-ce que, enfin tu vois, quelle est la limite en fait? Est-ce que tu peux partager aussi ce que tu crées pour toi? Est-ce que, parce qu'en fait peut-être que les gens ils sont juste là pour voir les tatouages que tu fais sur les autres, tu vois, et que ça les intéresse pas de savoir ce que tu fais avec ton chat et tout ça. Enfin, tu vois, c'est un exemple, pardon, c'est pour l'équipe, mais parce que je l'aime trop et qu'il me manque. Mais... de son chat, parce qu'elle fait tout le temps des stories avec son chat qui est adorable. Non, mais enfin, tu vois, quelle est... Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal aussi avec tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça. Je pense que si je faisais pas ce métier, je serais sur aucun réseau social. Mais du coup, ça m'a vachement aidé à appréhender le truc et à voir ça d'une façon très positive que j'avais pas du tout avant. Mais du coup, quelle est la limite que tu mets entre ton intimité et ce que tu veux partager aux autres, et est-ce que l'art c'est pas ce qu'il y a de plus intime au final, tu vois. Ah bah si, oui, bien sûr. Donc la question se pose là, mais effectivement oui, d'avoir eu ce retour là j'ai eu des retours qui ont été hyper touchants et qui m'ont ému aux larmes, d'avoir des gens qui me disent purée mais c'est exactement mon sentiment aussi quoi, et du coup ça aide à se sentir moins seul et ça aide à, enfin tu vois, ça a été trop inspirant et ça a trop donné envie de continuer et de développer tout ça quoi. C'est vraiment trop chouette pour le coup. Je vais parler de communauté, ça fait très youtubeur. Ils sont trop mignons. Mais oui, mais déjà toi t'envoies beaucoup d'amour et les gens qui te suivent t'en envoient beaucoup en retour et ça a l'air d'être... c'est incroyable. C'est vraiment franchement, fou, c'est trop bien. C'est incroyable quoi. Enfin, et ça m'a apporté tellement, tu vois. Quand je commençais le tatouage, annuler un rendez-vous parce que... j'avais la gastro et que j'étais en train de vomir, c'était horrible, tu vois. Je me disais, mais je suis horrible, je suis une horrible personne, et cette personne, elle a attendu, et machin, et tout ça. Et en fait, ils m'ont envoyé tellement d'amour. Je suis désolée, je rends masculin en global, mais... T'inquiète, y a pas de problème. J'ai reçu tellement d'amour en échange que... Enfin, maintenant, j'ai aucun problème à pouvoir dire ça va pas du tout aujourd'hui, viens, on trouve une autre date. Et les gens, en général, me répondent t'inquiète pas, on n'est pas obligé de la mettre bientôt, ça me gêne pas de réattendre 5 mois. Et t'es là, genre, les gars, franchement, ça fait 1 an en tout, tu te rends compte que, genre, c'est quand même beaucoup d'investissement émotionnel pour juste 2 heures avec moi, et c'est trop mignon, et tout ça. Enfin, parce que... En fait, t'es une personne humaine déjà, donc t'as le droit d'être malade, de pas aller bien, t'as le droit de vivre. On a le droit de faire ça dans cette société. Ah merde Dans la société, pas de ouf, mais... Et en plus, pour le coup, dans tous les cas, c'est quelque chose que tu vas avoir sur toi toute ta vie. Ouais, bien donc, sûr. tu vois, 5 mois de plus ou de moins, en vrai... Oui, mais tu peux pas t'empêcher quand t'es de mon côté de la barrière de te dire oh mon dieu, c'est horrible. Et à ta place, je serais la première à penser comme toi. Mais c'est trop drôle du coup de voir que en me mettant à leur place, je projette un truc tellement horrible alors qu'eux ils sont juste genre ouais, c'est trop bien, prends soin de toi, ouais. fais des bisous, machin, si t'as besoin de quelque chose, dis-le moi, je t'amène du thé. Enfin, genre, sur quelle planète, genre mon dentiste il me dit je suis pas là lundi, je suis malade. Ok mec, je t'amène du thé. Pas de soucis, ça m'arrange, tu vois. C'est incroyable, enfin c'est un rapport humain qui est incroyable, mais c'est aussi en ça que je trouve que c'est un métier fantastique et je trouve que... Enfin, j'imagine que c'est aussi parce que je laisse la place aux gens d'exister comme ils sont, qui me laissent aussi la place d'exister comme je suis, et c'est... Enfin, c'est indescriptible, quoi, comme sentiment et comme sensation. Ouais. C'est vraiment les meilleures personnes de la Terre. Écoute, je vous entends tous là et je ne sais vous pas aime quoi fort. dire à part que la personne, enfin vraiment j'insiste là-dessus, la personne que tu es fait que j'ai pas de mots, tu centralises tout ça, ça fait très très corporate le mot centraliser, hein, mais encore une fois, si t'étais une connasse, tu n'aurais pas ces gens-là autour de toi. Mais c'est trop bien aussi, tu vois, on pourrait se dire qu'en fait quand on est gentil, ben, on est destiné à être malheureux et à tomber que sur des cons autour mais et à non. devoir lutter contre, tu vois. Mais Ouais, mais c'est la penser pensée de certaines personnes, tu vois. Bah, trop bon, trop con, en fait. C'est une expression qui est hyper française et qui est hyper ancrée. Alors qu'en fait, genre, trop bon, trop bien, enfin, c'est trop cool ce que tu reçois. On récolte ce que l'on sème, les amis. Tellement. donc non. Et puis trop bon, trop con, c'est qu'une
question de point de vue en plus. Forcément, de ton point de vue, tu seras toujours la personne qui a fait le mieux et la personne en face aura fait moins bien. Oui. Mets-toi à la place de l'autre. Merde. C'était pas du tout bienveillant comme leçon, mais voilà. Mais c'est une vérité. Au bout d'un moment, il faut dire les choses. Voilà. Zut, enfin. T'as dit que quand on parlait de tes flashs et du fait qu'il y avait certaines choses que tu gardais et que tu n'osais pas montrer à une époque, t'as dit que t'imaginais peut-être que ça intéresserait les personnes de voir ce que tu faisais pour l'histoire d'autres gens, mais peut-être pas pour la tienne. C'était pas ces mots-là exactement. Oui, je vois. En fait, il y a aussi de ton histoire quand tu travailles sur l'histoire d'autres gens en soi. Oui. Comme tu l'as dit au début. Oui, mais pas officiellement, quoi. Oui. Du coup, c'est confortable, tu vois. Je me dis, non, c'est parce que la personne, elle l'a voulu comme ça. Pas du tout, ça me concerne pas du tout. Non, moi, ça va. Voilà. Donc, c'est confortable. Enfin, c'est toujours la différence entre ce que tu vas pouvoir dire aux autres et ce que tu peux pas dire aux autres, tu vois. Je peux pas dire, à propos des illustrations que j'ai postées... oui, c'est parce qu'on me l'a dit de faire comme ça. Enfin, genre, bah non, t'es toute seule, meuf. Enfin, tu vois, t'as fait ton truc chez toi le soir sous ton plaid, et ben assume, quoi, tu vois. Et t'es obligée d'assumer, et c'est ça qui est dur, je pense. Oui, je comprends. Je fais un peu un cut changeant de sujet. Je sais de source sûre, puisque ça m'est arrivé, que parfois, quand tu travailles sur des projets pour des personnes, et que la personne n'a pas trop d'idées précises, tu demandes d'envoyer des éléments qui peuvent parfois être juste des odeurs ou ce genre de choses. À quel endroit est-ce que ça t'inspire pour en faire un dessin ? En fait, cette question... Non, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, je me la pose pour tous les métiers, tu vois, parce qu'en vrai, évidemment qu'une odeur peut t'inspirer une musique ou un dessin, mais à quel endroit, en fait ? Alors déjà, c'est des process que je fais très rarement. Ouais. Enfin, que je fais vraiment avec des gens où... je sens qu'ils seront ouverts à tout ça et tout. Et en même temps, avec les sigils, je me dis, les gens sont hyper open à faire des trucs tordus, quoi. Et c'est trop bien. Mais du coup, c'est quelque chose que j'amène vraiment petit à petit et que j'ai beaucoup fait avec toi parce que je t'ai sentie tout de suite très réceptive à tout ça et qu'on a pu expérimenter de fou, quoi. Direct. Et trop drôle. Là pour le coup l'odeur nous avait pas amené à un grand endroit, quoi. Mais... Alors pour préciser, je vais m'ouvrir aux gens, mais du coup l'odeur concernée, alors moi j'ai une mémoire de plein de trucs, mais j'ai une mémoire olfactive assez poussée où j'ai souvent des odeurs qui me rappellent des périodes ou des lieux ou quoi. Du coup je saurais pas décrire ces odeurs, juste ça me rappelle des trucs. Et pour le coup, il y avait une odeur de déodorant de type neutre, en fait, qui est un déodorant ni homme ni femme, qui me parlait beaucoup. Voilà. C'est drôle. C'est drôle. Après, ça j'aurais pu avoir un flacon sur le bras. Non, c'était pas du tout le but. Disons qu'en fait, c'est pour voir s'il y a un point d'accroche là-dessus aussi, tu vois. Si par exemple, tu m'avais dit une odeur de cannelle, moi, ça m'évoque plein de souvenirs. Et du coup, j'aurais peut-être eu d'autres images et d'autres associations d'images à te proposer et des choses comme ça. Pour la musique, c'était... Enfin, je suis encore trop amoureuse de ce process qu'on a eu ensemble, qui était trop bien, quoi. Où du coup, t'avais laissé ta main guider un peu ce que pour mon premier ouais. tatouage, alors oui. Du coup, je sais pas si tu veux en parler ou pas. Si, il y a aucun souci. Donc du coup, mon premier tatouage qu'on a fait il y a 2 ans et demi, qui est à ma cheville gauche, enfin au talon, plus proche du talon que de la cheville sur le pied gauche, ce qui est très important, que ce soit sur le pied gauche. En fait, c'est assez fou parce que tout a été important dans ce tatouage, autant la personne avec qui j'étais au moment de le tatouer, autant le fait que ce soit toi qui le tatoue. En fait, il y avait plein de choses qui ont joué. Ce tatouage, à la base, je voulais qu'il représente mon amour artistique en soi, qui fasse le lien entre... les gens ne le savent peut-être pas, mais je chante, je danse, je fais du théâtre, et j'adore tout ce qui touche de près ou de loin à l'artistique. D'où ce podcast, hein, après tout, sinon ça ne servirait pas à grand-chose. La passion, c'est une belle pelote. J'adore jouer au cricket. D'où ce podcast. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir. Mais je voulais pas un truc trop cliché musical ou quoi, et t'avais fait un tatouage à une personne auparavant qui m'avait bien parlé. Dans ce tatouage,
il y a quelque chose d'évident dans le mouvement en fait qui peut représenter un peu la danse. Il y a 2 traits et 2 points qui représentent un peu la musique. Et il y a le fait que ce soit assez abstrait qui pour moi représente le théâtre, mais c'est très personnel. Et il y a le fait que ce soit ma cheville gauche qui est mon... Disons, si je dois faire un écart, je suis plus souple en mettant la jambe gauche devant que la jambe droite. Parce que je suis gauchère des jambes et droitière des mains. D'accord. Il y a beaucoup de choses. Et dans le process, du coup, vu que tu savais pas où partir pour faire ce mouvement, tu m'avais dit, peut-être écoute une musique qui te parle et ferme les yeux et dessine avec ton crayon ce qui vient. Et du coup, c'est venu de là. Et tu m'avais envoyé une grande feuille pleine de tourbillons, de lignes et tout ça, et on avait réussi à trouver un tout petit endroit minuscule de cette grande feuille, quoi. Et je trouvais ça trop bien d'avoir pu te laisser faire cette part-là du process. C'est trop bien. Moi, je t'en remercie. Parce que, avec grand plaisir. parce que c'est, pour le coup, en plus, c'est vraiment une chanson qui me parle beaucoup, que j'avais écoutée, qui est Detroit de Marcus Miller. Voilà, c'est plaisant d'avoir ça dedans aussi, en plus. Ouais. En plus de tout le reste. C'est vrai que ce qui peut faire défaut au tatouage en général, c'est qu'on a tendance à... Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir énormément de sens, comme toi par exemple, tu vois. Et ce que je regrette presque, c'est de pas pouvoir passer une semaine avec eux à dessiner leur truc, tu vois. Et que ce soit vraiment ce travail-là de collaboration et tout. Et je trouve ça hyper dommage que en général, ils soient vachement exclus de la création et tout ça. Et en même temps, il y a des gens avec qui je pourrais pas... Enfin, où tu vois, où j'ai besoin, moi, d'être concentrée et d'être recentrée et tout ça. Mais du coup, c'est trop bien si de temps en temps, on peut avoir... vas-y, on essaye ça, et puis si ça marche pas, c'est pas grave, on trouvera une solution. Mais je pense que ça peut être cool que tu prennes vraiment partie dans ce process et tout ça. Et je pense que les gens qui viennent me voir avec des dessins qu'ils ont fait eux-mêmes, tu vois, même si c'est pas... En général, ça s'accompagne de « je suis désolée, je sais pas dessiner, mais j'ai fait ça », tu vois. C'est pour justement prendre part à ce process-là et pour être vraiment impliqué dans ce à quoi va ressembler le tatouage au final, quoi. C'est drôle parce que j'allais pas aborder ce sujet parce que c'est un truc auquel je pense pas du tout, mais c'est pourtant très intéressant. En effet, les gens qui arrivent avec leur propre dessin, il y a certains tatoueurs ou tatoueuses qui acceptent pas forcément. Toi, du coup, j'imagine que t'acceptes ça, vu ce que tu viens de dire. Parce qu'il y a aussi vachement, là du coup ça devient plus technique, mais il y a pas mal la notion de droit, etc. dans le tatouage aussi, qui est quelque chose qui est très clair quand t'es tatoueur ou tatoueuse, mais qui est quand même sur une frontière ultra bancale pour toutes les autres personnes du monde. Ou tatoueuse, tout ce qui est droit d'image et tout ça, et c'est vraiment un truc hyper flou, quoi. Enfin, tu vois, je vais pas me faire des amis, mais par exemple, on n'a pas le droit de faire un tatouage Disney sans payer le droit d'auteur. Ah ben oui. Mais on le fait, tu vois, parce que oui, on le fait, enfin évidemment, si tu veux. Moi, si je veux avoir un tatouage d'un personnage de dessin animé, j'ai pas envie qu'il ressemble vaguement à une contrefaçon du personnage, tu vois, je vais avoir envie d'avoir. Mais en même temps, si tu le redessines toi-même, en fait, t'as pas le droit de le prendre lui-même, mais si tu le redessines toi-même, t'as quand même pas le droit. Il me semble, alors je suis vraiment pas calée du tout en loi, mais il me semble qu'à partir d'un certain moment où tu le redessines et où tu te le réappropries, oui, t'as le droit de le faire. Mais si tu veux Bob l'éponge, tu es quand même obligé de rester proche de Bob l'éponge, tu vois, pour que ça... Donc c'est vraiment une frontière qui est hyper floue, parce que je pense que Walt Disney ne se passera jamais de temps à faire des requêtes et des procédures contre les tatoueurs qui ont tatoué Mickey. Contre tous les tatoueurs et toutes les personnes qui ont demandé ça. Ok. Bonjour, j'ai 5 millions de dossiers. Comment on fait? On réserve le tribunal pour la prochaine dizaine d'années Non, c'est hyper délicat. Il y a de plus en plus de conférences et de personnes qui s'intéressent à ce sujet-là. Donc les choses vont évoluer, j'imagine, dans les prochaines années. Mais en termes de droit d'auteur, c'est hyper flou comme limite, quoi. Mais du coup, la personne qui veut se faire son dessin me pose pas de problème du tout. En général, je demande si je peux retravailler le dessin pour qu'il vieillisse bien, pour que... pour que ton oiseau, s'il est pas nickel, il puisse ressembler un peu plus à un oiseau ou des choses comme ça.
Mais en même temps, ça me pose pas tant de problèmes. Si c'est un dessin qui doit être fait à l'identique, j'ai vraiment besoin d'accrocher au dessin par contre. Enfin, tu vois que ça me plaise et que je vais prendre au moins du plaisir à le tatouer si je peux pas le retravailler, quoi. Mais ça a été le cas vendredi prochain, je crois. J'ai un rendez-vous avec une personne absolument fabuleuse qui m'a écrit pour me dire salut, je suis folle amoureuse de cet artiste. Est-ce que tu peux me tatouer une de ses illustrations et tout ça? Je dis oui, pas de souci. À voir quoi. Et elle m'explique toute l'histoire qu'il y a derrière. Je dis genre oui, quand tu veux, machin. Et du coup, elle a écrit à cet artiste en lui disant voilà, je voudrais me faire tatouer. Est-ce que tu peux me faire un dessin que je vais me faire tatouer, machin. Et après, elle est revenue vers moi avec le dessin et voilà. Et est-ce que c'est pas frustrant parce que toi, en soi, ton métier de tatoueuse, j'en sais rien, hein, je dis ça, mais j'en sais rien du tout, mais peut-être que la motivation première, elle est venue du dessin à la base, avant de vouloir tatouer ces dessins-là? Je crois que je mettrais l'humain en première position. Oui, d'accord. Okay. Enfin, en tout cas, dans ma vision très personnelle du truc, je crois que je mettrais l'humain avant. Et c'est pour ça que j'ai vraiment besoin d'accrocher sur le dessin, quoi. Si c'est un dessin qui me plaît sans plus, je préfère dire, franchement, je vais pas prendre de plaisir à le faire, désolé, tout ça, quoi. Du coup, ça m'amène une question peut-être un peu plus technique, parce que tu as parlé de retravailler le dessin sur le vieillissement, etc. Ouais. Ça doit être une grosse part de création dans les tatouages que tu dessines, que tu fais. C'est une contrainte qui t'inspire ou qui parfois te bloque un peu, le fait de faire attention à ce que certaines choses vieillissent mieux que d'autres? En fait, c'est une contrainte qui est hyper difficile à gérer parce que les techniques qu'on fait aujourd'hui, le tatouage, c'est vraiment un médium qui, surtout en ce moment, enfin, je dis en ce moment, mais je vais dire ces 10 dernières années, explose de ouf. Et il y a des gens complètement malades qui font des trucs de tarés. Et c'est génial, mais on n'a aucune visibilité sur ce que ça donnera dans 50 ans. Et c'est pour ça que tout ce qui est old school, avec des gros traits bien épais, machin, hyper espacé, marche toujours autant. C'est parce qu'en fait, c'est la valeur sûre. Enfin, tu vois, ça, t'es sûr que dans 50 ans, si tu regardes sur Internet, tu peux savoir comment ça va vieillir. Tout ce qui va être aquarelle et tout ça, on n'a pas encore la visibilité nécessaire pour savoir comment ça va évoluer. Du coup, on essaie d'anticiper un peu, tu vois, en faisant des choses qui sont pas trop fines et tout ça, mais même ça se popularise vachement. Mais je pense que la seule vraie limite que moi, en tout cas, je me pose, c'est est-ce que la personne est consciente de ce qui va se passer ou pas? C'est-à-dire que si on me demande un truc hyper fin, microscopique, je vais dire ok, il n'y a pas de problème. En revanche, je ne peux absolument pas te garantir que dans 5 ans, il sera encore visible ou il aura pas fusé de ouf ou tout ça. Parce que je pense que l'éducation, c'est aussi un truc qui manque dans plein de milieux, et notamment chez les clients du tatouage. Parce qu'en fait, il n'y a pas de ressources pour s'éduquer sur comment tu choisis bien ton tatouage et tout ça. Il y a de plus en plus de trucs, mais énormément d'informations. Il y a énormément de désinformation aussi. Et je trouve ça incroyable que quand t'as 18 ans et que tu fasses ton premier tatou, t'arrives à trouver quelqu'un. Enfin, tu vois, t'arrives à trouver quelqu'un où ça fonctionne et où ça se passe bien et tout. Du premier coup, je suis admirative, quoi. Parce que t'as aucune visibilité, tu sais pas ce qu'il faut que tu regardes sur l'Instagram de la personne, tu sais pas si ton idéal est bien ou pas, il y a machin qui va te dire que non, ça va mal vieillir, et machin qui va te dire il y a pas de souci, je te le fais quand tu veux. Enfin, tu vois, comment tu sais où est le curseur, alors que même nous, on sait pas en fait. Enfin, donc voilà. Ça t'oblige à retravailler. Il y a des fois où t'es obligé en fait parce que vraiment c'est pas possible et que tu sais que ça ne tiendra pas 2 ans, quoi. Ouais. Et que du coup ça tient pas 2 ans, si c'est pour avoir un tatouage joli, le temps qui cicatrise, c'est ça fait assez peu dans triste. une vie. Et en même temps, si c'est ce que tu veux, bah très bien, tu vois. Je sais pas. Moi, en tout cas, j'en ai pas, mais j'ai aucun problème à m'imaginer avoir un tatouage qui n'aura que 2 ans de visibilité, par exemple, tu vois. Bah, je suis assez d'accord là-dessus. Et même, mais ça c'est très personnel, mais de la même manière que je trouve qu'un corps qui vieillit, je trouve ça très beau, parce que c'est de la vie, quoi. Et ben en fait, le fait que ton tatouage vieillisse avec ton corps et ta peau, c'est tellement bien. C'est très beau aussi. Et puis c'est super normal. Enfin, l'exemple que je prends souvent, c'est t'imagines si
t'es vieux, t'es tout ridé, t'as des bourrelets partout, et là t'as une zone de 10 cm sur 10 cm qui est hyper tirée et hyper clean, où t'as ton tatouage au milieu, enfin, c'est trop bizarre, c'est trop bien que ça vieillisse avec, et c'est trop cool que... Il y a des trucs qui vieillissent moins bien que d'autres et tout, et ça prend... Mais comme le reste de ta peau, quoi. Ouais, mais je peux comprendre qu'il y ait des personnes à qui ça passe peur, évidemment. Ouais, complètement. Est-ce que t'es prête à passer à l'histoire que tout le monde doit continuer? Oui. Jingle. Previously, dans l'histoire que tout le monde doit continuer. Donc je fais un petit résumé. Maintenant je résume plus du tout l'histoire dès le début, parce qu'a priori, écoutez les autres épisodes, j'ai déjà dit dans celui d'avant. Voilà. Ce qui s'est passé dans le dernier épisode, c'est qu'on a appris que Rosette était un corps humain vu de l'extérieur, mais qu'à l'intérieur c'était un robot, un humanoïde du moins, qui avait, du coup, ça induit, ça peut toujours être retourné, n'est-ce pas, par des plot twists, mais a priori, ce qui est induit pour l'instant, c'est que c'est Emily qui a fait de Rosette un robot, que Rosette n'était pas un robot à l'époque où Damien habitait encore dans cette ville de campagne, donc ça s'est passé quand Damien était en études ou qu'il habitait à Paris. Que dire de plus? Je pense que c'est déjà pas mal. Est-ce que tu es prête est-ce qu'on pour peut continuer cette histoire? Donc on en est l'être au moment précis où Émilie et Rosette viennent de se bastonner. Émilie a poussé Rosette au point qu'elle s'arrache une partie du visage sur une table ou que sais-je, et que Damien voit que l'intérieur du crâne de Rosette est en fait de la mécanique et de l'électronique. Voilà où nous en sommes. Super. Et bah, du coup, Damien a peur. Donc il essaie de s'enfuir, oui. Mais la porte est fermée à clé. Du coup, il se retrouve un peu piégé et tout ça. Et il se retourne et il voit Émilie qui est face à lui et qui essaie de lui dire bah viens, on va discuter en fait. Enfin là, c'est pas possible, il faut qu'on s'explique, je peux pas te laisser partir comme ça, machin, tout ça. Et donc elle lui explique que dans ses études, elle a appris à fabriquer ces espèces d'automates et tout ça, tout en gardant l'âme des gens. Et qu'en fait, quand Rosette était en plein désespoir et tout ça, elles ont fait vachement de thérapie et Émilie a vachement été là pour l'aider à sortir de sa dépression et tout ça. Mais qu'en fait, la transformer en robot, c'était tellement plus facile. Que oui, du coup, c'est le meilleur compromis parce que c'est tellement plus facile de sortir de la dépression en mécanisant une partie de ton émi plutôt qu'en 40 ans de psychanalyse. Alors du coup, je reprécise quelque chose que j'ai oublié de te préciser et de préciser, mais qui va complètement dans le sens de ce que tu dis. Okay. C'est que Pierre Ravoyard, du coup, de l'épisode précédent, avait induit le fait que du coup, il était possible que Émilie ait supprimé certaines choses de la mémoire de Rosette, mais que certaines choses, quoi. Ok. Voilà. Enfin, voilà, c'est juste un fait. Pierre, toi et moi, on est connectés, c'est parfait. Donc voilà, donc Damien a peur quand même un petit peu, il se dit peut-être pas ouf éventuellement, très bien, j'ai entendu, maintenant est-ce que je peux partir? Et elle lui dit que non, parce que en fait elle était aussi dans le même collège que Rosette et lui. D'accord. Et qu'en fait elle était amoureuse de lui. Mais non. Et qu'en fait il l'a jamais calculé, tu vois. Et qu'un jour elle lui a envoyé un papier en cours avec marqué est-ce que tu veux sortir avec moi, coche oui ou coche non. Et qu'en fait, il l'a pas vu, il a cru que c'était un truc, et il l'a ramassé, il l'a mis à la poubelle mécaniquement. Ok. Voilà. C'est drôle d'utiliser le mot mécaniquement. Mécaniquement, j'ai même pas fait exprès, attention. Ça rigole pas. Ça fume, hein, ça fume. Oh là là. Voilà. T'as besoin que j'aille, genre... Ah, mais si tu as envie d'aller plus loin, va plus loin. Moi, je peux te faire 46 tomes, hein, y a pas de souci. Alors, peut-être pas. Donc voilà. Et du coup, Damien, il dit, bah... Désolé, c'était pas fait exprès, machin et tout, je me souviens pas de toi. Et en fait, du coup, Émilie, ça l'énerve de ouf. Mm-hmm. Et en même temps, elle est triste, tu vois, elle est un peu blessée dans son ego et tout. Et du coup, elle part en courant dans sa chambre pour pleurer, machin. Du coup, Damien, il essaie d'aller voir Rosette quand même, histoire de, genre, checker si éventuellement on peut pas l'emmener au SAMU des robots ou un truc comme ça, parce que c'est quand même un peu choquant, cette histoire. Et en fait, quand il arrive, il s'approche et il voit qu'elle bouge pas trop. Et du coup, il s'approche encore un peu plus et il voit qu'elle bouge toujours pas trop. Et en fait, Rosette se jette sur lui. Voilà. Et bon courage. Elle se jette sur Damien ? Ouais.
Tu veux t'arrêter là? Ouais, parce que c'est rigolo, je veux trop savoir ce que l'autre personne va dire après. Moi, je peux broder, mais... Qui est l'autre personne? Anthony Lopez, ça peut partir très très loin avec Anthony Lopez, ouais. Bah, fantastique. À toi, Anthony. Ok, trop cool. Alors du coup, ce fut très court, donc je vais peut-être te demander des détails hors chronologie. Vas-y. T'as le droit de ne pas répondre à ma question si tu préfères laisser ça ouvert aussi. Est-ce que il se passe quelque chose avec le reste des objets présents dans la pièce à ce moment-là ou... Je dirais qu'il y a un espèce de bruit, peut-être un bourdonnement ou quelque chose d'assez lancinant qui se fait entendre petit à petit et qui peut-être prend de l'ampleur, mais ils restent tous immobiles et rien ne se manifeste physiquement en tout cas. Très bien. Mais il y a une espèce de bruit de fond qui commence à s'amplifier. D'accord. L'humanoïde qui est dans la cave, pareil. Juste on entend le bruit de fond et il se passe rien. Il se passe rien pour l'instant. Ok. Pour l'instant. Peut-être pas. J'adore ce suspense. Tiens, parlons-en de sa famille à Damien. Alors, qui sont-ils? Combien sont-ils? Sont-ils encore vivants? Sont-ils dans la même ville? Écoute, je dirais que ses parents ont fait en sorte que Damien ne manque jamais de quoi que ce soit. Oui. Que du coup, c'est ce qui lui a permis de partir à Paris faire ses études. Je dirais qu'il est fils unique. D'accord. Qu'il a une sacrée rivalité avec son cousin le plus proche. D'accord. Du côté de son père ou de sa mère? Du côté de son père. Ok. Qui s'appelle Eudes. Eudes? Oui. Parfait. Voilà. Eudes, du coup, de la quai de jeu aussi. Oui. D'accord, une très grande rivalité parce que ils étaient sur le même plan social, intellectuel, tout. Parce qu'il est fils unique aussi et que Eudes, il a toujours été un peu plus vif d'esprit, un peu plus... Enfin, tu vois... D'accord. En fait, il y avait cette rivalité-là parce que quand ils jouaient ensemble, c'était toujours lui qui gagnait, il avait toujours un coup d'avance et tout ça. D'accord. Et du coup, Damien, ça l'a foutu un peu en l'air et tout. Et du coup, d'où ce côté, je vais faire des études à Paris, machin et tout, tu vois. Ouais. C'est pour prouver que en fait, il peut y arriver. Son ego et tout ça, tu vois. Mais en même temps, quand tu finis par gagner 20K de l'heure, c'est que quelque part, tu l'as cherché, tu vois. C'est que... Enfin, je sais pas, en tout cas, partir de vivre à la campagne dans une famille et arriver à Paris et gagner 20K heure. Surtout 20K heure, oui. Ouais. Et du coup, les parents de Damien, ils habitent toujours dans cette ville de campagne? Ouais. Ils sont encore vivants? Ils ont... Ouais. Si, ils sont toujours vivants. D'ailleurs, ça a été les premiers à dire viens mon fils, rentre à la maison. Ah oui, donc bonne relation. Ouais, ça se passe bien. Oui, c'est Damien qui s'est monté tout seul là... Enfin, tout seul. Non, mais qui s'est monté la tête avec son cousin, mais en soi, les parents, ça va quoi. Un petit peu de... machisme latent de la part de son père, mais enfin, qui n'a jamais eu de père un petit peu machiste. Enfin, t'es un fils, mon fils, ne pleure pas, serre les dents et, et tout une ça. Petite masculinité toxique en même temps. Ah bah voilà, ça fait plaisir, au passage. Oh oui, la totale. Très bien, voilà. Très bien. Mais rien de, tu vois, trop violent, quoi. Pas dans la... Pas de la beaufitude non plus. Voilà. Oui, non. Et pas non plus du patriarcat familial. Quai de jeu, quand même. Oui, c'est de... Ah oui, c'est de la quai de jeu. Il y a un 2 devant. Hein. Il y a 2 x 2. Il y a 2 de la quai de jeu. Et ils font quoi, ses parents, dans la vie? Ça, c'est une bonne question. Sa mère, elle est mère au foyer, mais elle a des petites activités de son côté, c'est-à-dire que de temps en temps, elle fait un peu de la couture pour les voisines. Enfin, tu vois, ce petit mode de vie-là où elle touche un petit peu à tout, elle bricole des petites choses pour ses copines, mais elle en fait pas du tout une activité professionnelle. D'accord. Et son père, je dirais qu'il est dans l'immobilier. D'accord. C'est trop drôle. Voilà. Ok. Très bien. Parfait, merci. Avec grand plaisir. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour l'histoire que tout le monde a continué. Ça marche. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le podcast aussi. Ouais. Merci pour tout. Merci beaucoup d'être venu. Merci. C'est trop bien pour moi aussi. Merci beaucoup à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver sur Instagram. Oui. À @poulby_8 tatou avec 2 T et 2 O. Alors du coup, Poulby, comme on l'entend... Ah non, pas comme on l'entend. Poulby. Voilà, effectivement. Le Y qui fait la diff. La meuf qui ne prend même pas la peine d'épeler son nom. Je suis aussi sur Facebook, mais je suis très peu active sur Facebook. C'est que des publications automatiques et tout ça. Ouais. Et puis voilà. Et puis sinon, vous pouvez me retrouver à l'atelier, mais sur rendez-vous. Oui. Parce que oui. Sur rendez-vous à peu près en 2024. En 2025.
Voilà, je prends mes l'atelier qui s'appelle réservations. l'atelier du sensible. Oui, tout à fait. Qui est à Bordeaux, dans le cours de la Somme. Très exactement. C'est bon. Vous pouvez retrouver tout son travail sur Insta principalement et ses magnifiques stories également. Quand t'adonnes ta pâte, c'était quoi cet accent? Je ne sais pas d'où il sort. Vous pouvez, comme d'habitude, retrouver sur Insta au @donneTaPâte_podcast, sur ma chaîne YouTube personnelle qui est Mélissa Brézé, en 2 mots, hein, c'est pas tout collé, c'est Mélissa plus loin Brézé, B-R-A-I-Z-E-T. Vous pouvez normalement écouter ce podcast sur toutes les applis de podcast. Encore une fois, si c'est pas le cas et que vous avez quelqu'un qui veut l'écouter sur une appli, qui l'a pas, qu'il n'y a pas le truc, machin, ça veut rien dire, vous avez très bien compris ce que je voulais dire, envoyez-moi un petit DM et je l'ajouterai sur les applis concernées. N'hésitez pas à m'envoyer des DM si vous avez des idées d'avancement d'histoire, si vous avez des contraintes que vous voulez ajouter pour les personnes suivantes, parce que les contraintes poussent la créativité. Ah là là, on l'a tellement répété. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait plaisir. Et à en parler autour de vous. Je te remercie encore une fois, Poulou. Merci à toi, bonne continuation. Merci, toi aussi, à très vite. Des bisous. Bisous.